Bonjour à tous, bienvenue à la 3e session. Sur les principes de prise en charge des blessures par balles et explosion des membres supérieurs. Je suis le Dr Fassi Shahab, chirurgien orthopédiste, spécialisé en traumatisme et arthroplastie au nord du Pakistan. Dans cette conférence, nous aborderons la physiopathologie et classification des blessures par balles et explosions. Reconnaître les principes d'évaluation initiale et stabilisation des traumatismes des membres supérieurs. Décrire les techniques chirurgicales et reconstructives de l'arthroplastie. Il est important de s'occuper du patient et de comprendre les soins post-opératoires et la réadaptation pour la récupération. Les blessures par explosion et balles. La blessure par explosion se divise en 4 mécanismes: primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Nous en parlerons ensuite. Puis, la différence entre les blessures par balle à haute et basse vélocité. Comment la gestion diffère-t-elle dans ces deux situations? Discutons du mécanisme de l'explosion. Le mécanisme de l'explosion. Il y a 4 mécanismes. Le premier est la blessure primaire causée par l'explosion elle-même. La détonation du matériau explosif provoque des lésions primaires dues à l'onde de souffle, c'est-à-dire à une impulsion de surpression. Comme illustré dans le graphique ci-dessous à droite, l'explosion provoque une augmentation significative de la pression sur le site, en raison de cette impulsion de surpression. Il est blessé à cause de l'impulsion qui vient de l'onde de souffle, puis elle se déplace rapidement. Et lorsque l'onde de souffle passe, la pression oscille et pendant un moment, la pression devient négative, ce qui correspond à une phase de vide. Puis, pour surmonter ce vide, une autre onde de souffle entre en jeu. Il s'agit donc essentiellement d'une oscillation des ondes qui se déplacent initialement après l'explosion. Si certains d'entre vous ont vu le film Oppenheimer, même dans ce film, lorsqu'ils font cet essai de bombe nucléaire, il y a donc une explosion et un silence de quelques minutes. Ce sinus est en fait le vide, puis il y a un énorme jaillissement qui est en fait la deuxième vague. Les structures corporelles remplies de gaz sont donc les plus efficaces. Si l'on commence par les oreilles, il y a rupture des membranes tympaniques, les poumons, il y a un poumon d'explosion, il y a un endommagement complet du parenchyme. Le parenchyme est endommagé à cause de... C'est parce qu'il possède une interface entre le gaz et le liquide. Le cerveau a subi des dommages dus à l'onde de choc, c'est-à-dire que le parenchyme cérébral a été endommagé et le globe oculaire s'est également rompu. Ce sont donc des lésions de blast primaire. Passons maintenant aux lésions secondaires. Ces lésions secondaires sont principalement causées par des débris de l'explosion ou par la netteté de l'impact. Elles se classent en 2 types distincts. L'un d'eux est un fragment primaire. Si c'est un kamikaze qui a une veste et qui est pleine de petits roulements à billes ou de boulettes ou autres, et quand il explose, il y a beaucoup de blessés. Il y a donc beaucoup de blessures à cause de cela. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche de votre écran, une personne a été blessée à plusieurs reprises par ces roulements à billes. Ce sont les fragments primaires. Nous évoquons la notion de fragments secondaires lorsque des débris se trouvent dans l'environnement. En raison de la puissance de l'onde de souffle, ces débris sont déplacés d'un endroit à un autre. Ensuite, ils se stabilisent et peuvent causer des dommages aux personnes. Prenons un exemple. Si vous regardez ces images, elles ont été capturées lors de nos interventions manuelles. Vous pouvez observer qu'il s'agit d'un morceau de métal qui a pénétré dans la zone du numéro du patient. Nous avons dû procéder à son extraction. Il s'agit donc de ce que l'on appelle des lésions de blast secondaires. C'est ce que l'on peut observer lorsqu'une explosion se produit. Et cela, en particulier, pour ceux qui se trouvent un peu plus près du point de fracture, ou plutôt du site de Mumbla. Ensuite, il y a les lésions de blast tertiaires, qui se produisent essentiellement lorsqu'une personne est déplacée à travers le site et heurte un autre objet. Cela peut arriver si, simplement à cause des ondes de choc, elle est projetée ailleurs. Par exemple, si une structure s'effondre et que le bâtiment tombe sur la personne, ou si un objet est déplacé contre le corps d'une personne. Il s'agit de fractures, d'amputations, de lésions par écrasement causant un syndrome des loges, etc. Ce sont des lésions tertiaires dues à l'explosion. La 4e, les blessures ternaires, sont diverses blessures non couvertes avant. Souvent, c'est l'exacerbation d'une maladie cardiaque ou pulmonaire.
Par exemple, une crise de panique chez une personne avec angine peut causer un infarctus, ou un asthmatique peut subir un infarctus, à des difficultés respiratoires causées par la poussière et la fumée, qui résultent de l'explosion. Tous ces mécanismes participent ainsi aux blessures provoquées par l'explosion quaternaire. Maintenant, abordons le mécanisme des coups de feu. Ce que nous avons vu dans nos cours de physique, c'est que l'énergie est fondamentalement une demi-masse convertie en vitesse, et que la vitesse est élevée au carré. Donc, si nous voulons transmettre une énergie, alors si la vitesse augmente, alors l'énergie augmente, mais elle est multipliée par 2. Par exemple, si la masse est doublée, l'énergie est également doublée. Cependant, si la vitesse est doublée, elle est multipliée par 4. Quand la vitesse est multipliée par 3, elle devient 9, puis 16, et ainsi de suite jusqu'à 49, 32, et plus encore. Donc, pour déterminer ce qui constitue une vitesse élevée ou faible, le seuil est essentiellement ce chiffre, qui est de 2000 pieds par seconde ou 600 mm par seconde. Ainsi, si une balle ou tout autre projectile dépasse cette valeur, c'est une vitesse élevée. Les autres, ceux en dessous, sont des mécanismes à faible vélocité. Voici une diapositive des conférences du programme de base de l'ETA. Vous voyez les différents fusils à faible et grande vélocité, chacun ayant sa propre vitesse. Donc, comme vous pouvez le voir, les blessures d'un Glock seraient moins graves que celles d'un fusil M16 ici. Comment les mécanismes de tir provoquent-ils des blessures? En gros, les tissus sont endommagés dans 3 zones. La première est la traction de la plaie, car le tissu est écrasé et lacéré. Ensuite, le tissu adjacent à la plaie est étiré et cisaillé. Le tissu est étiré et partagé à cause du geste. Et la zone environnante est endommagée par l'onde de choc. Il s'agit donc de blessures à haute énergie ou à haute vitesse. En dehors de cela, il existe d'autres mécanismes tels que les cavitations, les missiles secondaires, les culbutes et les déformations. Ainsi, lorsqu'une balle pénètre dans un muscle ou un tissu mou, les fragments de balle s'y enfoncent et la zone où la cavitation de la cavité augmente, causant ainsi de nombreux dommages aux muscles, aux nerfs et aux vaisseaux. C'est la raison pour laquelle ces blessures sont beaucoup plus graves que les blessures à faible vélocité. Le traitement d'une blessure à faible vitesse et d'une blessure à haute vitesse est très différent, même si les deux sont des blessures par balle. Le traitement de chacune demande beaucoup de réflexion et présente des différences. En tant que chirurgien, à l'hôpital, vous recevez le patient aux urgences. L'objectif principal est d'appliquer le protocole 88-, l'étude principale, pour stabiliser le patient. Je ne détaillerai pas les AVQ, qui concernent les voies respiratoires, la respiration, la circulation, l'évaluation neurologique et le contrôle de l'exposition. Cela se fait dans de bons centres et endroits. C'est une procédure effectuée sur place. Quand le SAMU amène le patient à l'hôpital, la plupart de ces actions sont déjà entreprises. Mais dans nos régions, cela se passe à l'hôpital. Nous sommes tous familiers avec le triage et le système de codage couleur qui nous indique comment nous utilisons notre énergie et où nous dispensons nos soins. Les patients nécessitant un traitement urgent ou immédiat, ces traitements destinés aux patients rouges ne doivent pas être retardés par les patients verts. Ainsi, dans les situations d'explosion entraînant des blessures, la première vague de patients qui arrivent à l'hôpital est principalement constituée de patients verts, c'est-à-dire ceux qui ne nécessitent pas de soins immédiats, mais qui peuvent attendre un peu plus longtemps avant de recevoir un traitement, qui peut venir de lui-même et qui arrive rapidement. Ensuite, la deuxième vague de patients est essentiellement la suivante. C'est une vague de patients rouges et jaunes. Et dans nos régions du monde, au cours de la dernière décennie, il y a eu une année où nous avons eu environ 80 explosions de bombes. Et nous avons dû les gérer. Nous avons donc appris beaucoup de choses de manière difficile dans ce domaine. Il est donc crucial d'être prêt et préparé pour cela. Mais en ce qui concerne la prise en charge, il est essentiel de toujours donner la priorité au cas rouge, ensuite au jaune et enfin au vert. Cela signifie qu'il faut traiter en premier les affections immédiates ou celles qui mettent la vie en danger. Ensuite, ceux qui ont des blessures importantes mais qui peuvent tolérer un retard dans les soins sont la deuxième priorité.
Quant aux personnes souffrant de blessures mineures, elles peuvent attendre d'être soignées ultérieurement. Donc, avant toute chose, en cas de blessure à un membre, dès votre arrivée, il est crucial de commencer par contrôler la perte de sang, car c'est vraiment la clé de tout. Vous pouvez appliquer une pression manuelle ou un bandage compressif. L'utilisation précoce de toniques en est un exemple. Mais cela doit se faire dans un environnement contrôlé, avec les installations présentes. Si vous ne pouvez pas le contrôler en urgence, transférez les patients directement en salle d'opération. Il faut ligaturer les vaisseaux saignants pour ne pas nuire à la viabilité du membre. Ensuite, il faut évaluer la plaie dans le cadre de l'évaluation. Il est important de connaître les plaies d'entrée et de sortie, car elles peuvent vous indiquer la trajectoire de la balle, ce qui vous permet d'identifier les structures à risque, d'anticiper les blessures et de commencer le traitement. La photographie des blessures est importante non seulement à des fins cliniques, mais aussi à des fins médico-légales. Habituellement, mais presque toujours, les plaies d'entrée sont plus petites que les plaies de sortie. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la plaie d'entrée, lorsqu'une balle pénètre dans la peau, celle-ci est inversée. Les marges sont abrasées. On peut trouver de la poudre sur l'arme, de la poudre autour de la plaie, et c'est la plaie d'entrée. Ensuite, lorsque la balle sort de la peau et que les marges sont inversées, il en résulte des lambeaux déchiquetés et une taille plus importante. Comme vous pouvez le voir sur l'image à droite, les plaies d'entrée et de sortie sont comparées. On remarque une grande différence entre la plaie d'entrée de 0,45 mm et la plaie de sortie à cause des dommages à la peau. Il est crucial de vérifier l'état vasculaire du patient. Il faut contrôler l'hémorragie et évaluer l'état vasculaire. Vous avez la possibilité de tester les pouls distaux, ainsi que le nerf radial et le nerf ulnaire. Il peut être nécessaire d'effectuer une échographie Doppler, et si besoin, une échographie Doppler est recommandée. Si vous avez les installations adéquates, il est toujours possible de réaliser une tomodensitométrie et une angiographie. L'état neurologique revêt une grande importance, car il y a 3 nerfs principaux: le nerf radial, le nerf médian et le nerf ulnaire. Il est possible de réaliser rapidement une étude de la motricité. Si le patient est conscient, vous pouvez immédiatement procéder à cette évaluation sur les mains. Cela peut indiquer l'état neurologique du patient. Comment soigner la plaie? À l'endroit de la blessure, il y a le tissu. Assurez-vous de la viabilité des tissus, car la peau est abîmée avec de la poudre à canon et la combinaison dessus. Il doit donc y avoir des dommages. La plaie peut paraître petite d'abord, mais après abrasion, elle forme une grande cavité. Il est donc essentiel d'être très attentif à cela. Il est crucial de vérifier s'il y a une contamination ou non. C'est quelque chose qu'il faut vraiment regretter. Il est nécessaire de s'assurer de la présence de vêtements, de résidus de poudre à canon et de fragments de larmes qui accompagnent les blessures. La plupart du temps, c'est le tissu qui est le plus fréquemment trouvé. Par exemple, si une personne porte une chemise et qu'elle est touchée par une balle, il est évident que la balle emportera avec elle des fragments ou des fils de la chemise. Plus la plaie est contaminée, plus le risque d'infection augmente considérablement. Et comme nous le savons tous bien, la classification standard pour les fractures ouvertes est connue sous le nom de classification de Castillo-Anderson. Cette classification de Castillo-Anderson est essentielle. Nous devons gérer vos patients en tenant compte des différents grades de cette classification. La prophylaxie antibiotique constitue une étape extrêmement importante et doit être administrée dans l'heure qui suit la blessure. Chaque fois que le patient se présente à vous, c'est la toute première chose à faire. Lui administrer immédiatement des antibiotiques. Nous donnions souvent une prophylaxie à Teresa. Et je crois que c'est courant partout. Voici un tableau du site qui montre les recommandations pour les antibiotiques. Par exemple, pour un organisme gram-positif, vous avez besoin d'une céphalosporine de première génération ou d'une NF. Nous utilisons Celine, qui est couramment employée. Et si vous suspectez un organisme gram-négatif, par exemple, pour les blessures de type 2 ou 3, il est possible d'ajouter des aminoglycosides ou de la chloroquine. Ces derniers sont également connus sous le nom de alternates. Dans le cas du type 3, vous avez la possibilité d'utiliser à la fois des céphalosporines et des glycosides. Si vous suspectez une contamination par des anaérobies, comme une infection clostridienne, vous pouvez toujours ajouter du métronidazole ou de la clindamycine à votre traitement. C'est quelque chose qui varie à travers le monde, et c'est essentiel de l'avoir en tête. Vous pouvez consulter vos propres directives pour gérer les fractures ouvertes. L'image est cruciale, et la première étape est la radiographie. Les rayons X montrent non seulement les fractures, mais aussi les clous pointus,
les balles, la poudre, les fragments dans les tissus mous ou la thermodensitométrie osseuse. Vous pouvez toujours tester les fractures périarticulaires et l'angiographie. Elle permet d'observer la formation d'hématomes, l'obstruction des vaisseaux ou les pseudonymes. Le risque de pseudo-anévrisme est assez élevé en cas de blessure par balle par rapport aux accidents de la route. On peut aussi faire une échographie si l'on a un anévrisme. Ce sont des moyens rapides de vérifier aux urgences à la fois les gonflements et les hématomes ou l'apport vasculaire. Une stabilisation initiale de la fracture en fonction de vos installations peut être effectuée ou même un fixateur externe peut être appliqué. Aux deux. La première étape, et la plus cruciale dans la gestion de ces fractures ouvertes, est la démonstration des débris. C'est un art, ce n'est pas une science exacte. L'expérience vient avec le temps. Les deux éléments essentiels pour un débridement efficace sont l'irrigation et l'élimination des débris. L'un est l'irrigation et l'autre l'élimination des tissus nécrosés. Lorsque vous retirez les tissus nécrosés, il est essentiel de procéder de manière séquentielle. Il faut progresser de la peau à la couche sage, puis au fascia, aux muscles et enfin à l'os. Une des méthodes consiste à aller soit de droite à gauche, soit de gauche à droite. Cela dépend de la plaie, de votre expérience personnelle ou de la méthode que vous souhaitez adopter. Le débridement en plusieurs étapes est crucial. Concernant l'irrigation, une vaste étude a démontré qu'il est possible d'effectuer un lavage avec une solution saline et du savon. Cela permet de contrôler le taux d'infection de manière fiable et satisfaisante. Ils peuvent voir l'aiguille et vous pouvez tout simplement verser du sérum physiologique. Qu'il s'agisse de saline avec les mains et la montre saline à basse pression, il n'y a pas de différence si vous utilisez un lavage au jet ou non. Antibiotiques topiques, c'est dans la littérature non commandée. Pas de données probantes. Mais dans les plaies ouvertes, il faut mettre de la poudre d'antibiotiques, en particulier de la vancomycine. Certaines études ont également montré la présence de tobramycine. Ils peuvent donner de bons résultats dans la prévention des infections. Il existe divers types de pansements qui peuvent être employés, y compris une simple gaz. Une des avancées significatives dans le domaine de la thérapie des plaies, qui n'est pas récente, mais remonte à environ 15 ou 16 ans, et qui continue de progresser chaque année, est l'utilisation de la thérapie par pression négative pour les plaies. Cette méthode est très courante dans le monde de la chirurgie plastique, ainsi que de l'orthopédie, et elle commence à être adoptée progressivement dans les pays en développement. Ce procédé crée un environnement étanche, élimine les fluides et les inhibiteurs tissulaires. Les inhibiteurs, présents pour la rapidité et qui inhibent l'angiogénèse, sont éliminés. Cela produit une plaie saine, réduit la charge bactérienne, comprime la plaie, augmente le flux sanguin et stimule le tissu de granulation. En somme, c'est bénéfique pour les grandes plaies, les blessures. Cela le comprime, le rend sain, le régule et le guérit vite. Bien que les systèmes habituels dans le premier monde soient coûteux, certains font un travail formidable pour créer des pansements à vide négatif pour les pays à faible revenu. Voici un exemple de ces dispositifs. Donc vous pouvez avoir Vous devez choisir entre une chirurgie de contrôle des dommages et des soins précoces complets, nécessitant un traitement par étapes. Pour les membres supérieurs, on procède à un débridement, on pose un fixateur externe, et plus tard, une fois le patient stabilisé, ou lorsque l'on n'a plus à s'occuper de la victime, on peut poser une plaque ou un clou de verrouillage. Selon le patient ou les soins précoces, on peut réaliser la chirurgie principale et ensuite poser un clou de verrouillage, ou bien faire un pont. Il existe une abondante littérature qui vous conseille sur le moment de réaliser un DCO et le moment d'opter pour un autre choix, en fonction principalement de l'état du patient et de vos ressources. Comment procéder exactement? Voici un exemple illustrant que si vous souhaitez pratiquer une chirurgie en une seule étape, dans les cas de blessures causées par l'explosion d'une bombe, vous avez la possibilité de continuer. Vous pouvez constater la présence de nombreux débris dans la plaie, mais malgré cela, vous avez poursuivi avec le clou verrouillé après l'accouplement, et vous avez la possibilité de 4 ans après l'opération, le patient montre une bonne consolidation sans infection.
Voilà ce que nous pouvons faire à un moment donné. Poser un fixateur externe en urgence, puis après 10 jours ou 2 semaines, ou selon l'état, réviser et mettre un clou à emboîtement, ce qui continue à guérir. Il faut cependant rappeler aux patients dès le début, la guérison est un chemin long et difficile. Pour vous en parler plus en détail, il s'agit d'un homme âgé de 65 ans qui a été blessé par balle et à qui un fixateur externe a été appliqué. Il souffrait aussi d'une paralysie du nerf radial. Lorsqu'il est arrivé chez nous, nous avons retiré le fixateur externe, puis installé un clou à verrouillage et ajouté principalement une greffe osseuse. 7 mois plus tard, il avait une assez bonne fonction. Et son état, il avait un vrai pis, mais il faisait des efforts. Il s'améliorait petit à petit. Après 10 mois, une greffe osseuse a été ajoutée au patient. Et il a pu se rétablir. Bien que l'os ne soit pas ferme, il avait une bonne fonction. 2 ans plus tard, il n'avait toujours pas d'union. Son nerf régalien s'était amélioré. Nous avons donc fait une greffe osseuse de NIPAT. Donc, c'est un long chemin et il faut informer le patient qu'il pourrait subir plusieurs interventions. C'est une autre méthode pour traiter ces patients. Une femme de 30 ans a tenté de se suicider, se tirant une balle dans le bras. Nous l'avons d'abord installée dans un restaurant pour la transporter. C'est un type de transport par clou. Avec un grand défaut, la seule façon de le combler est de le transporter. Et vous pouvez aussi voir la blessure. Une blessure très importante. Je suis désolé de ne pas avoir de photos préopératoires à vous montrer, mais voici des photos péropératoires où l'on peut voir que la plaie est assez étendue. Et comme vous pouvez le constater avec le transport séquentiel, non seulement l'os est transporté, mais la grande plaie qui existait se réduit aussi progressivement. Elle devient également de plus en plus petite, et comme on peut le voir après 6 mois. Les plaies ont presque atteint le site de la fracture. L'un des plus grands problèmes, ou défis je dirais, dans nos régions, est d'assurer un bon suivi des patients. Ils ne reviennent jamais quand vous le souhaitez, et ils reviennent toujours quand il y a un problème. Donc, cette patiente est revenue 5 ou 6 mois après sa visite précédente pour voir ce qu'il en était. La raison pour laquelle elle est revenue, c'est qu'elle était tombée et avait un problème avec son bras. Lorsque nous avons effectué une radiographie, nous avons découvert qu'il s'agissait d'un problème où l'ongle était tordu. Mais d'un autre côté, la plaie est complètement guérie, et c'était une tige tordue. Nous l'avons retirée. Non seulement nous l'avons retirée, mais nous ignorions aussi son état. Nous l'avons redressée pour placer une autre tige, même si elle aurait dû être un peu plus longue. La fracture principale était guérie, tout comme la déformation. Même chose pour la déformation. Encore une fois, 33 mois, presque 3 mois, 3 mois, un peu moins de 3 ans. C'est une période de récupération significative. Concernant les fractures du radius et du cubitus, utilisez des fixateurs externes immédiatement pour la chirurgie. Et une fois que les fixateurs externes et les infections sont guéris, vous pouvez revenir et simplement mettre en place des greffes osseuses, puis procéder à la pose de plaques pour les deux fractures de l'avant-bras. Un autre aspect crucial de la gestion de ces fractures est la couverture des tissus mous. Il est envisageable d'effectuer une fermeture primaire retardée ou même de recourir à une histogénèse mécanique de transport. On utilise une histogénèse mécanique de transport où la peau peut se rassembler. Cependant, il est nécessaire de créer des lambeaux de l'artère faciale ou des lambeaux libres indispensables pour couvrir la plaie. Cet article, publié en Inde, présente une large série de couvertures de tissus mous pour le membre supérieur, principalement pour la région de l'épaule, du bras et de la tête. Cela concerne la région de l'épaule, ainsi que le bras jusqu'au coude. Le lambeau de travail est en fait le dernier lambeau de Dorsey et il offre de bons résultats. C'est une chirurgie très reproductible qui couvre tous les défauts jusqu'au coude. Vous pouvez aussi, pour les déchirures de la coiffe des rotateurs ou toute autre déchirure de la coiffe, si une autre intervention est nécessaire. C'est donc le lambeau qu'il vous faut. Pour la main, le poignet ou les doigts, le lambeau de broyage est la solution. Pour l'avant-bras, on peut procéder à un lambeau de l'artère postérieure ou même à un lambeau tricombilical, pour vous donner quelques exemples. Le premier cas est un bras. Il s'agit essentiellement d'un lambeau de la région du bras et du coude, qui se fait assez facilement avec le latissimus dorsiflap
Et il y a donc un lambeau pour le coude. Et ensuite, vous pouvez. Pour les doigts, on peut toujours utiliser le lambeau de laine. Bien que ce soit le cas, le lambeau de laine a ses propres inconvénients. C'est un peu encombrant pour le patient. Il est difficile pour lui de mettre sa main dans laine pendant environ 3 semaines, voire jusqu'à 2 mois. Le lambeau, qui en résulte, est quelque peu encombrant, mais c'est une très bonne option de traitement, qui est peu coûteuse. Les lésions nerveuses sont également assez fréquentes. Il y a une différence entre les blessures à faible vélocité et celles à vélocité élevée. Dans le cas des blessures par balle à faible vélocité ou des blessures balistiques à faible vélocité, le nerf est directement endommagé par l'explosion, ce qui est regrettable, des particules de l'arme ou de la balle. Dans la plupart des cas, l'issue est bonne, car il est difficile de toucher le bon endroit. Mais, dans les blessures à grande vitesse, il y a des ondes de choc ou de la cavitation qui entraînent un étirement des nerfs. Bien que la balle ne se trouve pas nécessairement dans la zone du nerf, la cavitation et l'étirement sont à l'origine de l'AGI. Et il y a des exontomies de mauvaise qualité. Donc, si un patient a une chute du poignet radial à cause d'une blessure à faible vélocité, il a plus de chances d'être corrigé en 3 à 6 mois qu'une blessure à grande vélocité. La trajectoire peut ne pas être autour de la zone nerveuse. Mais dans ce cas, les résultats risquent d'être médiocres. Avec les installations nécessaires, si le patient arrive tôt, si les plaies sont propres et les autres facteurs pris en compte, vous pouvez envisager une intervention directe sur le nerf. Il faut réparer à ce moment-là. Si vous avez les installations nécessaires, ou si le patient vient tôt, dans 3 ou 4 mois, vous pouvez faire des transferts de nerfs. Dans nos régions, si le patient vient après 1 an et demi, il ne reste que des transferts de tendons selon le nombre de nerfs et de belly muscles endommagés. On peut toujours faire un transfert de tendons, car c'est complications persistent. Le tout premier et le plus crucial est l'infection. L'infection constitue un problème majeur ici, car il s'agit d'infections polymicrobiennes, et la majorité d'entre elles présentent des complications. En raison de cette nature polymicrobienne, la résistance aux antibiotiques est constamment présente, surtout à cause des traumatismes à haute énergie. Il y a une perte osseuse significative. Donc, il faut envisager une greffe osseuse, et cela nécessite une énorme quantité de greffe osseuse, ou bien il faut procéder à un transport osseux. Dans ces cas, car vous êtes confronté à des os non porteurs, il est parfois difficile de guérir. La douleur chronique, surtout les lésions nerveuses, est un problème. J'ai vu des patients avec des lésions du plexus brachial. Il y a une causalgie très terrible. J'avais un patient, celui avec les fractures de l'avant-bras montré avant. Il prenait 300 mg de gabapentine 3 fois par jour et 300 mg de prégabaline 2 fois par jour. Les traumatismes et les genoux ne peuvent toujours pas dormir pendant 6 à 8 mois et la douleur qui en découle est sévère. Ces douleurs peuvent être soulagées par des blocs, mais leur efficacité n'a pas été démontrée. C'est donc tout ce qu'il faut pour les traiter. Il faut beaucoup de soutien psychologique pour traiter ces patients. Il faut contrôler leur douleur. Ils peuvent avoir des problèmes ou des troubles de stress post-traumatique plus tard. En raison des lésions musculaires, des fractures, des lambeaux ou de la couverture cutanée, ils souffrent de raideur. Et il faut de bonnes physiothérapies pour les aider à faire bouger leurs articulations. L'une des questions soulevées dans la littérature est de savoir s'il faut retirer la balle ou le tranchant de la plaie ou non. Dans notre pratique, l'une des raisons est que si la balle est présente autour de l'os, si nous pouvons y accéder facilement, si elle nous gêne, nous l'enlevons. Nous ne les attrapons pas avant qu'ils ne présentent une complication. Il s'agit d'un patient qui a subi une fracture de humerus il y a environ 2 mois. Il avait un fixateur externe qui a été enlevé et nous l'avons présenté pour lui poser un clou verrouillé et y ajouter une greffe osseuse. Mais comme l'aiguisoir n'était pas dans notre chemin, nous n'avons pas fait de croquis. Le patient s'est présenté 4 mois après l'opération avec une infection et une plaie. La plaie était. Il avait donc une poche de pouls qui a été formée, il allait mieux. Il est revenu 1 mois après avec une infection. Nous avons retiré la balle. Et en 2 mois, son os s'est reformé.
En bref, les blessures par explosion et balles sont un défi unique. L'évaluation et le traitement précis des plaies sont cruciaux. Une évaluation complète détermine le moment et le type d'intervention. Stabiliser la fracture et soigner la plaie sont essentiels pour les cas complexes. Une approche multidisciplinaire et reconstructive améliore le résultat pour ces patients. Merci de votre patience. Écoutez.